Ok. Scène 1, première. Alors Dadik, moi je voulais te poser une petite question. Je voulais en savoir plus un peu sur ta relation avec Roger Hutin, comment tu l'avais rencontré. Voilà, je me demandais. Je vais te raconter tout ça. Et d'ailleurs, on va commencer par deux petites anecdotes. Quand tu étais très jeune, tu les appelais les lutins. Et ça les faisait rire. Moi, au début, la première fois, j'étais un peu gêné, pourvu qu'ils ne vexent pas, parce que non, ça les amusait beaucoup. Et pour revenir très rapidement à la guerre, parce que je veux pas que Dominique après dise que je parle que de ça, en 39-40, à Paris, tout le monde avait peur que les Allemands viennent bombarder avec des gaz parce qu'en 14-18. Donc, ce qui fait que nous, on était restés à Ancenis avec maman et Maddy, puisque mon frère était mobilisé et papa était mobilisé dans les chemins de fer. Et les Hutins, tu sais pour partir de Paris, tu sais à quel endroit ils avaient été se réfugier? Non. Ah, comment dire? Tout à côté de la ville Tertre, là, Bouconvillers. À Bouconvillers? À Bouconvillers. À Bouconvillers. Ah. C'est quand même incroyable. Ouais, et c'est que des années après que je sais qu'ils s'étaient réfugiés à Bouconvillers et tout. Quelle idée. Alors donc, on s'est connus en 41 ou 42 parce que en 40, donc il y a eu la catastrophe, la France a perdu la guerre. Et la Troisième République a été supprimée, quand Marshal Pétain arrive au pouvoir. C'était l'État français. Donc il voulait tout changer, et par exemple, il a changé, il n'y avait plus de certificat d'études, il n'y avait plus de baccalauréat. Et nous, on était dans deux écoles différentes, on nous a déplacés pour nous envoyer dans une autre école. On n'a jamais compris pourquoi, parce que pour nous, c'était plus loin que de notre domicile. Et la raison officielle, c'était parce que dans ces deux écoles-là, il n'y avait pas de cave en cas de bombardement pour entrer. Et on a été déplacés dans une école rue Championnet, qui était en face de la plus grande gare de locomotive du Nord, la Chapelle, qui était le premier objectif qui a été bombardé par les... Ouais. Donc c'était complètement ridicule. Ouais. Donc c'est là qu'on s'est connus, parce qu'on était dans une classe, les professeurs étaient tous plus ou moins prisonniers, c'était une jeune femme qui débutait, qui était complètement perdue, elle n'avait pas l'habitude, et il n'y avait pas de programme précis. Donc il y avait des mélanges d'âge, de compétences, et nous, ça nous intéressait pas du tout, parce que par exemple, il était interdit d'apprendre l'anglais, de parler anglais. Il fallait apprendre l'allemand en même temps que le français. Et les livres étaient en caractère gothique. C'est-à-dire que déjà le gothique, même si c'est écrit en français, tu as déjà du mal à le lire. Ouais. Et alors, bien sûr, on a eu le réflexe qui peut-être idiot à la réflexion, c'est de dire, nous, pas question, on est français, on refusait systématiquement d'apprendre quoi que ce soit d'allemand. C'était peut-être idiot, parce que finalement, ça nous aurait servi si on avait appris l'allemand. Parce que les Allemands, eux, par contre, beaucoup d'Allemands parlaient très bien le français, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance, parce qu'on s'est aperçu que finalement, au premier classement, on était dans les 2-3 meilleurs, quoi. C'est-à-dire que c'était ou Roger ou moi qui était en tête. Mais il y avait un gars qui nous battait toujours. Un dénommé Cazenave, qui était un garçon charmant, mais qui était complètement imbattable. Et je te dis ça parce que ça nous a frappé, parce que son père était cordonnier. Les cordonniers, à l'époque, il y avait un mot d'argot, on appelait ça les bouifs. Les cordonniers, ils n'avaient pas de magasin, tu vois. Les cordonniers, c'était dans des cours d'immeubles, presque dans des cours, tu sais, c'était comme un petit métier. Ouais. Mais ça marchait bien, parce qu'entre autres, comme pendant la guerre, on n'avait plus de chaussures, on réparait toutes les vieilles. Et son père a été formel,
il voulait absolument pas qu'il continue les études parce qu'il voulait qu'il prenne la succession de... Et ça nous a frappé avec Roger Hutin, parce que ce garçon aurait voulu faire des études, il était très brillant, puisque là, dans cette année-là, on a essayé, 2-3 fois, on a essayé de se piquer au jeu pour le dire, on va quand même essayer d'aller... Mais on n'y est jamais arrivé à le battre. Hein, donc, bon. Alors, on a sympathisé assez rapidement. Et alors, notre problème, c'est que nous, on s'ennuyait, pour pas employer un mot beaucoup plus fort, dans cette école où ça ne nous intéressait pas. Alors moi déjà j'avais, tu vois par exemple, un jour cette maîtresse disait, faites-nous un joli dessin. La meilleure note c'est celui qui fera le plus joli dessin. Et comme sujet, dessiner un timbre. Alors à l'époque, comme les timbres, c'était l'effigie du maréchal Pétain, moi j'avais dessiné un timbre du maréchal Pétain, mais très bien, tu sais, avec toutes les dents. Ah là, alors elle est formidable. Mais alors tous les autres garçons, ouais, Collabo, je leur dis, mais non, mais moi j'y ai pas pensé, j'ai pris un timbre, ouais, ça va. Enfin bref, ça s'est calmé rapidement, mais enfin au début ça avait... Et alors avec Roger, donc comme nous, on s'ennuyait, on avait envie de sortir, de voyager, et notre problème, c'est qu'on n'avait vraiment aucun moyen financier, quoi. Et alors c'est là que j'ai eu une première idée de génie, et avec lui, à côté du square Clignancourt où j'habitais, il y avait deux rues où la majorité avait été tenue par des juifs d'Europe centrale qui s'étaient retrouvés là et qui bien sûr avaient été déjà partis ramassés par les Allemands, et il y avait 2-3 magasins de soldes de vieux bouquins que pour rien du tout. J'avais racheté un lot de bandes dessinées américaines qui étaient complètement inconnues en France. Pour 3 sous, n'importe. Et pendant la récréation, avec Roger Hutin, on les louait aux autres garçons, parce qu'ils voulaient... Donc on leur faisait payer, donc on était organisé, moi je faisais, lui les prospectait, moi je faisais une autre. On avait inventé le leasing. Oui, c'est ça. C'est pas ton père qui a inventé le leasing, c'est moi, c'est Roger Hutin et moi. Et alors, à la fin, en sortant dans la table d'un café, on comptait nos sous. Quelquefois, ils essayaient de nous les piquer. Et puis après, comme rapidement, ça s'est épuisé, parce que les bandes dessinées, les connaissaient tous. Je ne sais plus si c'est Roger ou moi qui avait eu l'idée. Comme il y avait pas de tabac, il y avait alors les hommes essayaient de trouver quelque chose pour fumer la pipe, pour remplacer le tabac, c'est des herbes de je sais pas quoi. Et il dit que lui, il avait ramené des herbes de Pierrefitte. Ah oui? Séchées, et qu'on revendait avec l'eau. Mais des herbes comment? Eh ben, on avait inventé la drogue aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est pour te dire qu'on était quand même... Tu vois, on avait inventé le leasing, on avait inventé la drogue. Alors après, incidemment, on s'est intéressé à la photographie assez vite avec les premiers appareils. Et ça nous a... c'est un sujet qui nous a vraiment rassemblés parce que on en discutait sans arrêt. Et alors ce qui était très curieux, c'est qu'après même, on avait exactement un intérêt aussi fort pour la photographie, mais on avait vraiment des chemins un peu différents. Et je dirais que ça symbolise un peu notre amitié, c'est qu'on a toujours été un peu comme le yin ou le yen, enfin tu vois, alors par exemple, quand lui préférait le noir et blanc, moi j'avais une période de couleur. Quand lui passait à la couleur, moi il m'avait convaincu de passer au noir et blanc. Enfin, tu vois, mais c'était quand même lié autour d'un sujet, de même qu'après on avait des discussions à n'en plus finir sur qu'est-ce que c'est une arme, qu'est-ce que c'est que la politique. On était au départ tout à fait opposés, puis quand on discutait, on s'apercevait qu'on pensait exactement la même chose, que si on avait été quelque chose au gouvernement, on aurait fait exactement la même chose. Et puis alors, donc, comme on cherchait à voyager, et qu'on n'avait pas de sous, mais moi j'avais des billets de première gratuits.
par mon père. Donc on mettait tout en commun, c'est-à-dire que on prenait qu'un billet de deuxième, qu'on partageait les frais, parce que moi j'avais vu ça. Mais alors assez vite, c'était quand même assez limité, donc on a essayé de faire de l'autostop. Et alors, quelques années après, par exemple, en 1945, la première année, à la fin de la guerre du 14 juillet, on avait décidé d'aller à Strasbourg, parce qu'on pensait qu'à Strasbourg, le 14 juillet, le premier 14 juillet, après la libération, ça allait être magnifique, et ça l'était effectivement. Ouais. Tous les gens étaient en costume, ça chantait, mais on n'avait pas l'argent pour arriver là. Et lui, il avait, comme son grand-père avait été tué à la guerre 14-18, dans cette région de l'Est, il avait eu un billet gratuit tous les ans pour aller sur la tombe de son grand-père. Donc, avec son billet gratuit, on a été jusque, je ne sais plus si c'était du côté de Chalon-sur-Marne, mais il fallait qu'on descende du train à 2h du matin, parce qu'après il continuait, puis on n'avait pas de quoi se payer la suite. Donc, après, enfin 2h du matin, peut-être un petit peu plus tard, après, on montait avec un permis, et puis après, on a essayé de faire du stop en partant de Chalon-sur-Marne. Mais alors, Roger Hutin était fou furieux, parce que lui, il avait un peu l'habitude, il avait la tenue de l'autostoppeur. Il était en short, il avait un blouson, il avait un sac à dos. Tandis que moi, j'étais avec un petit manteau très mode, tu sais, coupé droit, pantalon, une cravate, et puis une belle petite valise, un petit sac. Donc tout à fait, mais avec ça, jamais les gens vont jamais s'arrêter. Alors au début, les premières voitures, ça n'a pas marché, personne ne s'arrêtait. Et à un moment donné, il y a une voiture qui elle nous dépasse, puis qui s'arrête un peu plus loin. Et commence à venir en marche arrière. Alors, on était tout content, on dit tiens chouette, ça y est, ça marche. Il s'est arrêté, le type il était arrêté en marche arrière pour nous engueuler. Si vous n'avez pas d'argent pour voyager, vous n'avez qu'à rester chez nous, pas nous emmerder. Alors nous, comme on est à l'époque, tu sais, on n'avait pas c'est pas comme la maljeunesse maintenant, on ne sait pas répondre, quoi. Puis le type il est parti. Et alors, quelques minutes après est arrivée une très grosse voiture. Une part, je ne sais pas si tu te souviens, Philippe, c'était un modèle assez exceptionnel après la guerre. Le volant était au centre. La voiture était très large. Il y avait 2 passagers à l'avant, à gauche et à droite, et ça se resserrait à l'arrière. C'était une voiture, l'équivalent maintenant d'une Mercedes ou d'une BN, mais le volant était au centre. Ouais, et alors un homme très bien, très distingué, qu'est-ce que vous avez, messieurs? On voudrait aller à Strasbourg. Oh, mais c'est une très bonne idée, montez. Je ne vais pas à Strasbourg, mais je vais vous avancer, montez, asseyez-vous, et là, et une fois au volant, lui c'était la grosse bagnole, on doublait tout le monde. À un moment donné, on double les gars qui s'étaient arrêtés, et puis on continuait, mais se comptait. Puis à un moment donné, il dit, messieurs, excusez-moi, une rue d'hiver, on le remet, mais non, monsieur, nous est beaucoup très, très avancé, c'est très gentil, n'importe quoi. Puis on s'est remis sur le bord de la route, et 10 minutes après, il y a l'autre bagnole qui est arrivée. Ils ont fait, c'était comme un gag de cinéma américain. On a cru qu'ils allaient dans le fossé, parce que les types, ils se sont dit, c'est une hallucination. Ouais, on les a dépassés, on les a là. Et comment ça se fait qu'on les retrouve devant nous, puisqu'ils s'étaient rendu compte qu'on les avait dépassés avant. Et puis quand on est arrivé à Strasbourg, pour coucher, c'était à l'auberge de la jeunesse. Il fallait rentrer, mais on n'avait pas le droit de sortir, quoi. Alors donc, on ne savait pas où les coucher. On s'est dit, on va
tant pis, on va rentrer là. Puis après, on se dit, non, là-bas, on va aller se coucher à 8 heures du soir, alors qu'on entend la musique de tous les côtés. Donc, on est sorti par la fenêtre, on est sorti, puis on a été à Strasbourg, et c'était vraiment un spectacle. Mais quand, vers à 1h ou 2h du matin, quand on a voulu rentrer, c'était fermé. Ouais. La fenêtre, on n'y arrivait pas. C'est vrai. Et puis, comme Roger Hutin était quand même moins doué pour les... Parce que moi, je faisais du sport, lui en faisait pas. Moi, je lui ai fait la courte échelle, tu sais, pour qu'il monte. Mais après, moi, je n'avais plus personne pour faire monter. Ce qui fait que je suis resté, je ne sais pas combien de demi-heure, je ne sais pas quoi avant. Et alors, il y avait des lits de camp. Et il y avait des gens qui avaient pris notre place, quoi. Donc, quand je suis arrivé à rentrer, on avait... Enfin, bref. Bon, et ça, c'est notre premier grand voyage. Et après, on a fait d'autres voyages assez importants. Et vous êtes toujours restés amis Toujours. Alors, moi aussi, j'avais fait... toujours dans le souci de gagner un peu de l'argent, j'avais fait un petit journal sur 2 pages d'écolier. Le moustique à pédales. Ah oui? Ouais, je trouvais que c'était une plaisanterie, quoi. Alors, il n'y a eu qu'un exemplaire, parce que j'arrivais pas j'ai essayé de le vendre en disant, si ça vous intéresse, je vais vous faire la copie. Non, ça n'intéressait personne. C'est Roger Hutin qui l'a gardé. Okay. Et alors, petit détail, à la Libération, comme les journaux certains journaux qui avaient paru pendant l'occupation allemande, ils paraissaient en disant « libéré ». Par exemple, le Parisien, quand il a reparu, ça s'appelait Le Parisien libéré. Mm-hmm. Tu sais, il y avait d'autres journaux. Donc moi, j'ai mon numéro 2 de mon moustique à pédale, le moustique à pédale libéré. Ouais. Donc il n'y a eu que 2 exemplaires. Ouais. C'est lui qui doit les avoir. C'est vrai. Voilà. Donc à part ça, il nous est arrivé beaucoup d'histoires en commun. Alors, lui, il était très impliqué dans le photoclub de Pierrefitte. Et moi, j'ai créé le photoclub de la Maison des Jeunes de Neuilly. Mmh. Mais toujours pareil, avec 2 organisations différentes. On se retrouvait, on s'invitait mutuellement tous les ans. Mais eux, leur grand dada, c'était les projections sonorisées. Parce qu'ils trouvaient que leur grand truc, c'était les photos, que ça soit sonorisé avec des airs de musique classique qui aillent. Et moi, j'étais tout à fait opposé. Moi, ma théorie, c'est que la photo, l'image devait se défendre toute seule. Mm-hmm. Donc, si l'image était bonne, elle n'avait pas besoin de commentaires ou de fond sonore. Alors, il y avait des grandes discussions à l'infini, mais non, et parce qu'en plus il y avait la durée de projection, quelle était la durée de projection, combien de temps il fallait pour apprécier une bonne photo, est-ce que c'était 30 secondes, ou moins, ou plus, le nombre de photos qu'il fallait pas dépasser, enfin tu vois, des discussions esthétiques. Et Roger, qui faisait des concours pour d'autres choses, il aimait bien, pour se faire de l'argent de poche, de participer à des concours, tu sais, dans des revues, et il se défendait bien parce que il avait la patience de faire des concours. Il a gagné plusieurs fois des prix assez intéressants. Une fois un manteau de fourrure, je crois, pour Jeannette, une fois un frigidère, et une fois un truc où il a eu des gros problèmes. Il a gagné un bateau de plaisance. Ah oui. Mais ça a failli être catastrophique pour lui parce que le bateau, il a gagné le prix, mais la location dans un port, c'était la peau des fesses. Donc il fallait qu'il revende vachement vite. Sans ça, il était obligé de payer les locations. Pour lui, c'était finalement... Par contre, il a gagné des tas de concours où il avait parce qu'il faisait sous mon nom, puis les noms de quelques-uns des écopées, ce qui fait qu'on gagnait le 20e prix, on avait le même bouquin, on avait dit après on ne savait plus quoi s'en faire. Et en photo, donc à Pierrefitte, il faisait
des concours de photos parce qu'il voulait que le photoclub de Pierrefitte se battait avec le photoclub de la SNCF, de la Poste, où les gens, les grandes administrations financent toujours de ce genre de club photo. C'est une façon de sociale d'aider les gens, alors que moi j'étais tout à fait contre les concours parce que la photo, je partais du principe que moi ça me coûtait de l'argent de faire des photos, c'était pour faire des photos que j'avais envie de faire. Si j'avais envie de faire des photos d'arbres, je faisais des photos d'arbres. Tandis que lui, c'était les concours chaque année où il fallait qu'il y ait un portrait, il fallait qu'il y ait un nu, il fallait qu'il y ait une nature morte, il fallait qu'il y ait un paysage. Alors là, c'est des discussions sans fin. Ok. Voilà. Bon, bah, super. Et mais enfin, on a été toujours très différents et Roger était le parrain de Philippe parce que dans ma conception, je me disais que s'il m'arrivait quelque chose, je voulais que ça soit quelqu'un qui puisse parler de moi à mon fils et éventuellement l'aider dans la vie. Mais eux, il n'a pas eu d'enfant, ils n'ont pas eu d'enfant, Jeannette et lui, donc voilà, bah disons. Et on s'est toujours vu très régulièrement, mais toujours avec un peu d'un sujet, on est toujours un en avance sur l'autre et l'autre inversement quoi. Oui, parce que leur appartement a été bombardé ou. Enfin oui, par exemple, elle a préféré Pierrefitte plutôt qu'un immeuble dans Paris. Enfin, toi, parce que ses parents habitaient Pierrefitte. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai un autre thème de question. Je voulais en savoir un peu plus sur le métier de ton papa et les histoires. Alors, je te dirais que il y a certainement des détails qui me manquent parce que papa était Jean-Baptiste C, qui était une école, un lycée parisien, mais en réalité, je pense pas qu'il ait fait des études d'ingénieur compliquées. Et donc à la SNCF, assez vite, papa s'intéressait également au sport, mais l'intérêt du sport. C'est-à-dire qu'il a été un des premiers à vouloir appliquer la théorie selon laquelle c'était un peu ce que maintenant on appelle le sport, le mélange du sport et des études, que prouver que les jeunes qui faisaient du sport en même temps que leurs études réussissaient mieux dans leurs études. Et il avait réussi parce qu'il était le responsable pour la région Nord des écoles d'apprentis de la SNCF. C'est-à-dire que les mécaniciens, la mécanique pour réparer les locomotives à vapeur, c'est une mécanique sérieuse, quoi. L'excellence, c'est les mécaniciens de la marine. Comme un bateau, les pannes en bateau peuvent être catastrophiques. La référence, c'est un mécanicien de la marine. À quelque âge qu'il se trouve, il trouve toujours du boulot. C'est la recherche, c'est pas. Et tout de suite après, c'est la SNCF, parce que réparer. Moi, quand j'allais voir des usines où des locomotives qui étaient suspendues en l'air, d'aller avec tous les embiaillages, tous ces trucs, mais il avait à Enghien, dans la région parisienne, mais dans 2 endroits dans le nord, à la frontière belge, des écoles où il avait réussi à obtenir, en se bagarrant, qu'il fallait qu'ils aient une piste d'athlétisme à côté et une piscine. Et ils avaient des horaires différents selon le printemps, l'été ou l'hiver, de façon à ce que chaque journée soit entrecoupée soit d'un exercice physique, mais il a été décoré par le ministère de la Culture à ça. Et alors donc, ce qui fait qu'à la SNCF, en dehors de ça, il a été aussi responsable de certaines opérations, comme on dirait, un peu ponctuelles. Enfin, il avait je sais pas,
ça m'a toujours énormément étonné, c'est que papa ne criait jamais, ne s'énervait jamais posément, mais il pouvait parler à un cultivateur ou un ministre, il lui parlait de la même façon, et tout le monde écoutait Monsieur Foulon. C'est bien. C'est toujours un truc qui m'a... Et nous, notre éducation, nous, on a la famille Foulon ou Joseph Dijon, c'était une forme de liberté, même à la limite des horaires pour déjeuner. Et Roger Hutin venait, Albert, il avait des amis, Gassman qui venait, tout le monde assistait éventuellement à notre repas, et on ne parlait jamais ni de politique, mais politique dans le sens politique français, hein. Alors qu'au contraire, sur l'histoire politique générale, le monde, beaucoup. Mais on parlait jamais ni politique, ni jamais d'argent. Mais par contre, beaucoup d'humour, beaucoup de... Mais dans le fond, j'ai eu une enfance très heureuse et très protégée. Peut-être aussi que c'était pas parfait, parce que par exemple, d'abord, ma petite maman a eu un très grand mérite, parce qu'elle a accepté que des gens viennent, parce que j'ai vu défiler chez nous des Arabes en tenue en burnou, des Allemands, des Anglais, des Américains, quoi, alors qu'on parlait pas vrai. À table, c'était des Juifs, mon meilleur ami était juif. Donc, alors papa, comme par exemple, papa, à un moment donné, a été... J'ai retrouvé là, il y a quelques jours, je suis en changement un diplôme. Tous les ans en Belgique, il y a une exposition de ce qui se fait de mieux dans le matériel ferroviaire. C'est papa qui était envoyé, chargé d'organiser la promotion du matériel ferroviaire français. Quand on a été en Tunisie, tu n'étais pas avec nous quand on a été en Tunisie, quand il y avait un train pour le président tunisien, le Lézard Rouge. C'était un train qui existait pour aller à sa maison de campagne et qui passait à travers les roches, enfin très joli, mais il n'existe aucune route. Après la fin de la guerre, ça a été utilisé parce qu'ils ont découvert, en faisant ce tracé d'une cinquantaine de kilomètres, que c'était dans des mines de phosphate qui coûtaient très cher et qui étaient très rentables. Et quand on a été, avec Dominique et Laurent, d'ailleurs, on avait été passer des vacances une semaine en Tunisie, j'avais obtenu cette ligne de chemin de fer avait été reprise par des sociétés de touristes qui faisaient le départ et après les gens faisaient une autre boucle. Et le train revenait à vide. Et quand j'ai su ça, j'ai été négocié de faire l'aller-retour dans le train en payant, au lieu de payer la boucle complète, que le trajet, et qui me ramène après en taxi particulier que je prenais à ma charge. Ce qui fait que ce train, le Lézard Rouge, là j'ai fait une photo, on passait à travers des gorges et des trucs dans des paysages, et avec des wagons style ancien, comme le Far West, tu sais, où derrière il y avait comme des barricades des derrière rambardes, ça, ouais, des trucs. Donc c'est papa qui a été négocié avec il a été décoré de la Légion tunisienne là qui est dans la vitrine, le Hicham Istigar, à cause de ça. Donc il avait et puis après, même après la guerre, c'était son truc de vendre la construction des piscines en Algérie pour que c'était une façon de la France de développer et que les Algériens et les Tunisiens soient plutôt à faire du sport plutôt que de courir à droite à gauche. Mais alors, parallèlement, il s'est occupé de sport et on se demande quand est-ce qu'il allait à son bureau, parce que il était le secrétaire général de la Fédération française de natation. Et à l'époque,
c'était la même organisation que dans les entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, le patron, c'était le secrétaire général, quoi. Le président ou le directeur, c'était des postes fictifs et honorifiques, tu vois. Par exemple, d'ailleurs, c'était le cas chez Boussac, quoi. C'est Boussac, bon, il y avait M. Boussac, d'accord, mais avec M. Boussac, on voyait que tout... Mais sans ça, c'était le secrétaire général qui était le patron, hein. Il n'y avait rien ne se faisait... Donc, du sport, puisque le président, c'était Drigny, un ami du baron Pierre de Coubertin, qui avait fait le Jeu olympique, mais qui ne s'occupait. Et en même temps, il était pendant 10 ans le directeur de l'équipe de France de natation. C'est-à-dire, c'est lui qui organisait les déplacements, qui était le porte-drapeau de la... tu as vu, comme le drapeau quant au l'ouverture, les présentations des équipes. Il a défilé là, deux mois avant sa mort, alors qu'il était vraiment tenu debout par miracle, à Londres, au premier rang de la délégation française des Jeux Olympiques. Mm-hmm. Mais dans toutes les lettres, les témoignages, on dit que beaucoup reprochaient qu'il avait un trop grand effacement, il ne se mettait jamais en avant. Mais il s'organisait de tout, il s'occupait de tout, et même nous, quelquefois, à notre dépens. Hein. Tous les dimanches, on était obligés d'aller se taper coller des affiches ou d'assister à des réunions de natation, on s'emmerdait un maximum. Mais ça n'a pas donné envie de faire de la papa s'occupait, et on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas de voiture, enfin, on rentrait en taxi. Mais il avait dans un de ses l'article dans ce livre, j'espère que j'en ai fait un exemplaire, vous voulez l'avoir, on dit bien, il connaissait tous les clubs. Ouais. Mais, et par exemple, il y a eu quelque chose, je te parlais tout à l'heure des trucs anglais, à l'époque, il y avait les Anglais, en course à pied, en natation, en course à pied, ça avait changé en natation, c'était encore les mesures anglaises. C'est-à-dire que, par exemple, les compétitions, les championnats d'Europe, championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'était pas le 100 mètres, c'était 3 fois 33 yards. C'est parce que les 100 mètres, ça correspond à 3 fois 99 yards, virgule, je sais pas quoi. Le problème, c'est que, comme à l'époque, il n'y avait pas du tout l'informatique et autres, tu avais des officiels, le starter du départ, au départ, les nageurs allaient virer à 33 mètres, donc il fallait des juges pour voir que les gens prenaient bien le virage, et il fallait mettre les 2 mètres. Hein. Ils revenaient là, et l'arrivée avait été lieu de l'autre côté. C'était ridicule. Tu vois, les gens passaient leur temps à courir, les officiels. Papa a dit, il faut normaliser les bassins de 50 mètres. Mais en Europe, c'était impossible. Les Anglais tenaient... Il a fallu avec cet Américain qui, lui, le président américain qui a eu beaucoup d'argent, qui a dit, c'est M. Foulon qui a raison, qui a imposé ça. Et ça a eu beaucoup d'importance parce que, au même moment, c'est un nageur algérien juif, Alfred Nakache, qui était venu aux Racines, qui a battu le record du monde de la brasse papillon. C'était la brasse normale. Et à l'époque, il n'y avait que 3 nages. Il y avait le crawl, la brasse et la nage sur le dos. Et assez vite, à la brasse, on a autorisé que faire ce qu'on appelait la papillon, tu sais, c'est-à-dire qu'avec les mouvements, mais c'était épuisant physiquement, c'est-à-dire que aucun nageur n'était capable de faire la course entière en papillon. Le papillon, c'était pour le sprint, tu vois, les 5 ou 10 derniers mètres en papillon pour toucher. Et de même, à ce moment-là, le mouvement des jambes n'était pas... C'était comme le dauphin, ça battait dans tous les sens. Donc papa, avec d'autres bien sûr, mais enfin c'est papa qui était... Parce que quand ce nageur Nakache a battu le record du monde,
les Allemands, c'était un Allemand qui était recordman du monde en 36 ou 38, les Allemands étaient complètement furieux parce que ça soit battu par un juif algérien, c'était Hitler donc là, ça a favorisé le fait qu'il y ait une quatrième nage d'admise. Et Nakache avait battu le record parce qu'il avait une puissance musculaire. Il était professeur à l'origine d'éducation physique et c'était un courage exemplaire d'ailleurs. Il a été déporté, il a réussi à survivre, c'est-à-dire qu'il avait un mental, une force mentale extraordinaire. Il a réussi le premier à faire les 200 mètres en papillon. C'est comme ça qu'il a réussi à battre le record du monde, alors que les autres nageurs n'arrivaient pas à faire de la totalité. Maintenant, ils le font tous, parce que les gens sont, avec maintenant les progrès de la nutrition, du dopage, ou je sais pas, mais à l'époque, c'était... Donc c'est quand même papa qui était à l'origine de tout ça, ce qui fait que, à cette époque même, il y a eu des compétitions en Argentine ou autres qui portaient le nom de papa. Mais comme papa, c'était peut-être sa faiblesse, il était une forme de modestie ou de pas. Et là, il y a peut-être eu aussi une grande évolution dans le sport, c'est que à l'époque de papa, c'était la fin des dirigeants bénévoles. Parce que papa ne gagnait absolument aucun frais. Même au départ, peut-être que ça l'a aidé, parce que comme il voyageait dans les chemins de fer gratuitement, tout le monde le voyait avec particulièrement de bienveillance. Donc, il y a eu la même évolution, par exemple, dans le tennis, où à un moment donné, le tennis, c'était interdit d'être professionnel. À l'époque de Borotra, Cochet, Brugnon, comment c'est lui là maintenant, le crocodile. Hein? Les mousquetaires, Lacoste. Lacoste, bon. C'était des hommes riches ou qui avaient des situations aisées. Donc, à un moment, alors dans le tennis, il y a eu un moment donné où justement le tennis professionnel était séparé du tennis amateur jusqu'à eu ce qu'on appelle les tournois open, où maintenant ça a été mélangé, mais il n'y a plus d'amateurs, quoi. Ouais, mais les dirigeants non plus. C'est maintenant le football, c'est pareil. Les arbitres sont des arbitres professionnels. Ils sont payés. Parce que dans mon époque, les arbitres, c'était des gens... Des bénévoles. Et alors, à ce moment-là, effectivement, papa n'a jamais voulu entrer dans de se faire payer pour faire ça. Et quand papa est décédé, d'ailleurs, dans l'équipe, tout ça, tous ces journaux, quand papa est décédé, il y a eu 2 personnes pour remplacer ce qu'il faisait lui. Les 2 personnes qui se faisaient payer grassement, donc c'est peut-être, mais c'était dans sa nature, quoi. Donc sa nature, c'était d'organiser, mais avec un consensus de tout le monde, quoi. Ouais, Romain, je pense que Romain te posera plus de questions précises sur la natation que moi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour non, mais c'est... il y aurait certainement pas mal de choses à faire parce que ça a influé certainement sur notre formation, sur notre façon de vivre, quoi, quand même. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, moi, à la Maison des Jeunes, c'est pareil. Pendant 20 ans, j'ai été tous les autres postes parce que personne ne voulait s'en occuper, secrétaire, n'importe quoi, j'ai jamais touché un sou. Ouais. Mais dans le fond, c'est un défaut parce que moi, j'ai jamais été riche. Oui, mais... Je suis pas propriétaire, je suis locataire, je sais pas gagner de l'argent, quoi. Oui, mais au moins, tu as fait ce que j'aimais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dadik. C'est moi. Et il faut faire le clap de fin. Ah. Le clap de fin. Et maintenant, on va se coucher. Rideau. Merci. Bon.